S'il y a bien un sujet dont on parle toutes et tous pendant ce confinement, c'est évidemment la relation à l'autre, la relation de couple en particulier. Et aujourd'hui, je reçois Alain Héril, qui est psychanalyste, qui est thérapeute de couple, qui est aussi superviseur de thérapeute et qui est l'auteur de l'orgasme thérapeutique. Et avec lui, on va aborder toutes ces questions-là. La question du jardin secret, la question du confinement à deux, la question du confinement avec les enfants, la question de la relation à distance. Comment on gère tout ça? Discussion forcément intéressante, passionnante même. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Alain, vous allez bien? Bonjour Grégory, je vais très bien, oui, tout à fait. Bon, tout le monde va bien, parfait. J'ai fait un épisode avec Esther Perel que vous connaissez bien. Oui. Sur les relations amoureuses. Et aujourd'hui, en fait, on se trouve dans une situation de confinement qui est quand même très particulière. Et c'est vrai que moi, il y a une information qui m'a marqué venant de Chine, c'était que suite au confinement, il y avait eu une hausse assez importante des divorces. Euh, Est-ce que le confinement, c'est un tue le couple, nécessairement? Alors, le confinement n'est pas nécessairement un tue le couple. Il n'y a pas de rapport qui serait direct. Mais en même temps, je pense que le confinement a une fonction de révélation. Mmh. Et euh, et comme les anciennes photos argentiques, il y a quelque chose qui se révèle du couple. C'est-à-dire que il faut bien comprendre ce qu'était le couple avant le confinement et ce que le couple va révéler de son fonctionnement parfois inconscient pendant le confinement. Et je pense que les couples qui ont divorcé en Chine et qui peut-être divorceront en France après le confinement, ce ne sont pas des couples qui divorcent à cause du confinement. Ce sont des couples qui divorcent parce que le confinement révèle quelque chose qui était défectueux dans la relation avant même le confinement. Donc cette dimension de révélateur, elle me paraît extrêmement importante. C'est-à-dire que le confinement fait voir aux couples parfois de manière un peu crue là où ils en sont réellement dans leur relation. Et comme il n'y a plus l'activité professionnelle, voire la suractivité qui est là, et ben tout d'un coup, il y a une espèce de matière de révélation qui se met en place dans le couple et qui peut mettre des couples à mal, bien entendu. Mais évidemment qu'on peut avoir le contraire aussi. Il y a des couples dont l'amour va se révéler avec le confinement, de façon positive, on va dire. Donc, à mon avis, c'est ça qui est en jeu. C'est comment le confinement oblige le couple à regarder réellement là où ils en sont et à comprendre, bien sûr, comment la relation elle s'organise et sur quel terreau la relation elle se construit. À mon avis, c'est ça qui est en jeu. Mais parce que le confinement, c'est pas une situation normale, c'est pas une situation de couple Mm-hmm. normale. On a tous besoin d'avoir un jardin secret. Quand on est dans, je sais pas, c'est pas le cas de la majorité des Français, mais c'est le cas de certains citadins, dans 40 mètres carrés ou 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés à deux confinés, ça crée une situation qui peut être complexe en termes de promiscuité, non? C'est une situation qui est très complexe en termes de promiscuité parce que évidemment il y a la nécessité d'avoir un espace relationnel à deux dans des espaces qui sont parfois très petits et en même temps il est nécessaire d'avoir un espace interne qui n'appartienne qu'à soi-même. Et pour que cet espace interne, cette intériorité, elle puisse exister, je dirais malgré la présence de l'autre, il faut avoir la capacité à s'isoler et justement à avoir ce jardin secret. Ce qui peut être compliqué, c'est que ça amène les couples à comprendre qu'avoir un jardin secret, c'est pas un endroit d'où on exclut l'autre. C'est un endroit à l'intérieur duquel on s'inclut soi-même. Et donc de comprendre comment ce jardin secret, quand on peut le garder même dans un tout petit espace, en fait, ça permet au couple de continuer à exister et à bien exister, si je puis dire. Mais quand vous dites que c'est une situation qui est une situation nouvelle, bien entendu, mais moi j'aurais tendance à le ramener à une situation qui a un caractère traumatique. Donc on est dans un espèce de traumatisme parce que c'est inattendu, parce que c'est pas prévu, parce qu'on n'a pas été préparé à ça. Et ce traumatisme va entraîner des effets post-traumatiques
d'une certaine manière et qui oblige à un effort d'adaptation considérable et qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire dans l'espace relationnel du couple. Alors, je veux bien que vous reveniez sur cet espace à soi. Quand vous dites que cet espace qu'on est censé le trouver en nous-mêmes, j'aimerais bien que vous développiez parce que je sais, enfin, même pour moi, j'arrive pas à saisir en fait. Justement, la nuance de ce que vous dites. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que nous avons besoin d'avoir des pensées qui nous sont propres. Mm-hmm. Nous avons besoin d'avoir des émotions qui nous sont propres. Et avant de les partager avec l'autre, on a besoin de les partager avec soi-même. Mm-hmm. Ça permet de comprendre qu'un couple ne fonctionne pas obligatoirement avec une dictature constante de la transparence, c'est-à-dire tout se dire au moment où ça a lieu, dévoiler ses émotions quand elles commencent à émerger. Voilà, c'est ça l'espace intérieur, c'est-à-dire avoir un temps d'intériorité où on se dit, mais là, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi j'ai cette angoisse? Pourquoi j'ai cette peur? Pourquoi j'ai cette joie aussi qui est en train d'arriver? C'est-à-dire d'avoir le moment de l'introspection sans que l'autre vienne nous questionner sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, ou sans qu'on soit dans l'idée qu'il faut à tout prix lui rendre des comptes et à tout prix lui raconter de tout ce qui se passe dans notre intériorité. Donc, c'est ça aussi cet espace à soi. Et dans cet espace à soi, eh ben, il y a des choses qui se vivent, qui se disent, qui se résolvent aussi de soi à soi. Et c'est de comprendre que qu'un couple, bien entendu, c'est un moment de partage. Mais un couple, c'est aussi comment ça permet des espaces à l'intérieur desquels chacun va avoir un moment où il n'a des comptes à rendre qu'à lui-même. Alors, j'espère être clair dans ce que je développe là, mais ce sont des choses qui sont vraiment fondamentales. C'est-à-dire, c'est la question du jardin secret, qui est un terme banal. C'est-à-dire que le jardin secret, il n'est pas obligé de le dévoiler constamment à l'autre. On peut le garder pour soi. Donc, c'est comment, dans ce moment de confinement, on accepte d'avoir à côté de soi quelqu'un qui ne nous dit pas tout, quelqu'un qui garde des choses pour lui, quelqu'un qui a des idées, des impressions, des sensations, qui ne va pas forcément nous les délivrer au moment où ça a lieu. Donc, et c'est ça qui met à mal certains couples, parce que c'est accepter que l'autre ne nous dise pas tout au moment où les choses ont lieu, alors qu'on est dans un même espace et parfois pour certains un espace qui est configuré de manière très 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 réduite et très restreinte. Et d'ailleurs dans mon expérience propre, moi j'ai l'association, donc moi je suis tout seul, j'ai l'association que c'est d'abord une question de relation avec soi, et en fait c'est un vrai révélateur d'angoisse. Ce confinement. Donc quelque part, ça peut être aussi, parce qu'on parle de couple depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette relation à soi, et en fait, je trouve que c'est une opportunité entre guillemets, vous en parliez un petit peu, d'écouter ses propres angoisses, non? Ou essayer de les comprendre. Oui, tout à fait. Et là, je vais vous tenir un discours de psychanalyste, puisque c'est quand même l'un des endroits d'où je viens, la psychanalyse, c'est que heureusement que nous avons des angoisses, parce que y a rien de plus terrible que des espaces vides, des espaces a priori neutres ou des espaces d'indifférence. Donc, à partir du moment où il y a des angoisses, des peurs, des anxiétés qui remontent, ça veut dire qu'il y a une possibilité de dialogue de soi à soi. Et donc, comment on peut dialoguer avec son angoisse, comment on peut la regarder, comment on peut la traverser aussi, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Mais à partir du moment où on ressent une angoisse, ça veut dire que nous nous parlons à nous-mêmes. Donc, alors, beaucoup de personnes essayent de calmer cette angoisse dans cette période-là, soit en surinvestissant la nourriture, la boisson, les séries télé et tout ça. Mais je trouve ça intéressant de se dire, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de moi, il y a un truc qui est en train d'émerger. C'est une angoisse que je connais peut-être pas. Et qu'est-ce qu'elle raconte de moi et qu'est-ce qu'elle me dit? Et c'est le meilleur moyen pour traverser l'angoisse, bien entendu, et pour la rendre ce qui a priori est négatif en quelque chose de positif. Mais c'est une bonne nouvelle de ressentir une angoisse. Ça veut dire qu'on est vivant. Et alors justement,
La question, et parce que j'ai demandé à ma communauté quelles questions ils avaient sur ce thème-là qui touche évidemment quasiment tout le monde, hein, forcément, que ce soit en relation à soi ou en relation aux autres. Comment on garde son jardin secret dans ce contexte-là? C'est très compliqué, bien entendu, parce que garder je pense que pour garder son jardin secret, dans cette période-ci, c'est important que les couples puissent, je dirais presque créer un contrat du confinement. C'est-à-dire de prendre le temps de parler ensemble, de se dire, bon, voilà, on va passer plusieurs semaines l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, l'un sur l'autre, voilà, et de créer des règles peut-être nouvelles, des règles circonstanciées par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et qui sont des règles où on se dit très clairement, voilà, on n'est pas obligé de tout se dire, on est peut-être, et de se donner peut-être aussi des rendez-vous, de rythmer le temps d'une certaine manière. Mais je crois qu'il y a qu'on ne peut pas, quand on est en couple et qu'on vit ce qu'on est en train de vivre, on peut pas faire comme si c'était la même chose qu'avant. C'est impossible. Donc c'est de fixer des règles qui sont des règles de vie commune pendant le confinement. Et dans ces règles de vie commune, c'est voilà, ben écoute, si je te parais triste, ou si je suis dans mes pensées, ou si j'ai besoin de lire un livre dans mon coin, je te demanderai de ne pas forcément toujours me poser des questions sur qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est tout simplement de le dire. Et ce contrat relationnel pendant le confinement, ben, il est important qu'il soit nommé. Tout comme on peut aller, on peut sortir une heure seul, sans l'autre, et sans dire à l'autre ce qu'on a forcément fait, vu. Ben, c'est ça aussi, c'est d'accepter que l'autre ne nous dise pas tout au moment où il est en train de vivre les choses. Mais ça, faut en parler. Faut en parler, et puis faut poser le cadre, tout simplement. La question qui vient après, évidemment, c'est... Enfin, en fait, moi, il y a pas mal de personnes qui sont revenues vers moi en me disant, ben, moi, j'ai ma libido qui baisse. On voit cette étude de la Fondation Jean Jaurès qui dit que les gens en couple s'embrassent moins pendant le confinement, ce qui est assez étonnant, finalement. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont normales? Est-ce que, enfin, je sais pas s'il y a une normalité d'ailleurs, mais est-ce que ça peut s'expliquer d'une manière ou d'une autre? Alors ça peut s'expliquer, mais effectivement la question de la normalité, je pense que par rapport à ce qu'on vit, il faut qu'on la mette de côté. Il y a des choses qui sont qui sont liées à l'événement très singulier qu'on est en train de vivre. Mais pour revenir à votre question de la baisse de la libido, là sur le terrain psy, la plupart du temps, elle est liée à des choses très précises, et on va revenir aux mots qu'on a déjà employés: angoisse, anxiété, état dépressif, peur. Tous ces éléments-là sont antinomiques avec une libido qui soit une libido rayonnante. Dès qu'on est dans l'angoisse, dès qu'on est dans la peur et tout ça, la libido, elle a tendance à régresser. Donc la situation que nous vivons à l'heure actuelle, qui génère chez beaucoup de personnes, et ça je l'entends aussi beaucoup, une angoisse extrêmement forte, et je dirais même un état dépressif extrêmement fort, et qui était peut-être en sommeil avant le confinement et qui va se révéler maintenant. C'est ça qui fait que la libido, elle se met de côté, parce que tout le champ de la pensée et tout le champ des sensations est occupé par l'angoisse, par la peur, et donc pas par la libido. Donc c'est vraiment angoisse versus libido, quoi. On est vraiment sur ce terrain-là. Donc et d'ailleurs c'est pour ça, c'est pas inintéressant non plus. Moi je vois sur les réseaux sociaux le nombre de personnes qui proposent des séances anti-stress par visioconférence, de la méditation, de la respiration, de la sophrologie et tout ça, parce que il y a de plus en plus de personnes qui sont angoissées. Et ces personnes-là, effectivement, naturellement, ben leur libido, elle commence à baisser, quoi. Mmh. Et alors, il y a évidemment cette libido qui baisse. Il y a aussi des crises, évidemment, quand on est en couple et qu'on est en promiscuité forcée de cette manière. Il y a une personne qui m'a demandé si c'était s'il y avait une bonne entente, mais qu'il y avait des crises malgré tout de temps en temps liées à la promiscuité. Est-ce que c'était le signe d'un couple sain, ou est-ce que c'était il fallait s'inquiéter justement? La crise dans le couple, voilà, l'engueulade, la dispute, la contrariété, la frustration, tout ça, ça fait partie du couple. Je participe pas de l'idée
qu'un couple qui fonctionne, c'est un couple qui est tout le temps le sourire aux lèvres, en train de s'aimer et tout ça. C'est-à-dire que ça, c'est une vision un peu idyllique du couple et qui ne correspond pas à la réalité. C'est normal et c'est bien qu'il y ait des crises, parce que la crise permet de faire ressortir une problématique. Mais la question, c'est pas la crise. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Si effectivement il y a un moment de contrariété où pendant 10 minutes, un quart d'heure, chacun est dans son coin en train de ruminer et tout ça, voire quelques éclats de voix. La question, c'est après comment on en parle, voilà, et comment on met du sens à la crise que l'on vient de traverser. C'est ça qui est important. C'est de mettre du sens à ce qui s'est produit. Et comme on est en plus de ça dans une situation mondiale où il y a une perte de sens, on sait bien sûr que c'est lié à un virus et tout ça, mais il y a quand même quelque chose où on perd le sens de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'ordonnancement habituel de nos vies, tout d'un coup, ça s'écroule quasiment du jour au lendemain. Et il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Donc on cherche naturellement à trouver du sens par rapport à ce qui se passe de manière générale. Et bien entendu, c'est important de trouver du sens par rapport à ce qui se passe dans la relation. Donc, par rapport à la question qui a été posée, oui, s'il y a des crises et que le couple ensuite en parle et dépasse les crises, pour moi, ça veut dire qu'on est face à un couple sain, bien entendu. Ensuite, la question, c'est bien sûr la régularité des crises, parce que si c'est des crises qui ont lieu de façon permanente, là, ça raconte autre chose. Mais de temps en temps, qu'il y ait une tension dans le couple et puis qu'on en parle et que ça permette de pouvoir la détendre, cette tension, moi, je trouve que c'est plutôt une attitude sainte, une attitude saine. Ouais, j'ai fait un lapsus. Une attitude saine, pas sainte. Moi, c'est marrant, dans les couples autour de moi, j'entends aussi beaucoup de couples qui travaillent, les deux travaillent, ils ont des enfants. Et en fait, dans certains couples, pas tous, mais je vois un retour du patriarcat, c'est-à-dire finalement la femme qui fait le ménage et la nourriture, et puis le métier de l'homme qui est plus important. Et ça, j'ai trouvé ça étrange. On parle tellement de féminisme, il y a tellement un mouvement très fort dans la société dans ce sens-là. Et là, dans un contexte où, en fait, finalement, l'enfant ou les enfants sont à la maison, on constate, enfin, moi, je constate, en tout cas, chez certains amis, cette situation-là. Est-ce que ça, c'est un révélateur aussi du couple? Oui. En psychanalyse, hein, excusez-moi de revenir à la psychanalyse, mais c'est c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. C'est-à-dire que effectivement, ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de chemin à faire, parce que le problème, c'est que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas que le confinement crée le patriarcat, c'est que le patriarcat, il était là en sourdine avant le confinement, et le confinement ne fait que révéler quelque chose qui était déjà existant. Donc par rapport à ça, moi, ce que ça m'évoque comme réflexion, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que la situation exceptionnelle que nous sommes en train de vivre révèle effectivement des fonctionnements hommes-femmes un peu caricaturaux, mais néanmoins présents. Ça laisse entendre que tout n'est pas encore acquis, et je dirais que tout n'est pas encore acquis des deux côtés. Parce que moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a certaines femmes qui peuvent être dans la revendication naturelle et tout à fait entendable d'une égalité de comportement, et qui vont elles-mêmes revenir à cette dimension maternelle, gardienne du foyer, tout ça. C'est-à-dire que c'est aussi l'une des choses qu'on peut retirer de l'épreuve que nous sommes en train de vivre. C'est que oui, le féminisme, le patriarcat, la place des femmes au sein de la famille, c'est encore quelque chose sur laquelle il faut travailler, parce que ça révèle ça. Et donc et ce que vous dites là, oui, je l'ai entendu effectivement, et c'est ça laisse entendre que il y a encore du boulot, quoi. Hein. Il y a encore du boulot pour être dans un rapport au quotidien, aux contraintes du quotidien,
qui soit partagé équitablement entre les hommes et les femmes. Et je pense que ça joue aussi beaucoup sur le rapport aux enfants, parce que tout d'un coup, c'est plus les femmes qui vont s'occuper des devoirs, c'est plus les femmes qui vont mettre en place des espaces ludiques et créatifs avec les enfants, et tout d'un coup, il y a une espèce de position masculine qui est une position très très dominante, et où la pensée, le travail de l'homme est plus important que celui de la femme. Et là, là oui, j'espère qu'on en tirera des conclusions et que ça amènera un petit peu à changer les choses un petit peu plus en profondeur que ce n'était auparavant. Mmh. Il y a aussi des gens qui sont en couple à distance. Oui. Comment on gère un couple à distance quand c'est aussi long et que c'est un couple qui est nouveau? Alors, il y a, à mon avis, il y a, ce qui me vient là, c'est qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que soit ce couple-là va sortir encore plus grandi du confinement, soit ça risque d'être très difficile de revenir à la situation antécédente. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsqu'on est dans un couple à distance et qu'on est dans une relation qui vient de débuter, c'est-à-dire qu'on est ensemble depuis 2-3 mois, par exemple, alors évidemment, il y a les moyens contemporains qui existent. On peut faire, on peut se voir, se parler. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, mais ça reste du virtuel. Et donc, c'est comment on va investir l'image de l'autre, comment on va investir la possibilité de l'autre, sans le voir réellement. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une capacité à alimenter son fantasme qu'il va falloir développer. Est-ce que la relation permet ce développement du fantasme? Ça va pas être vérifié à tous les coups. Mais quand je dis développer son fantasme, c'est que voilà, il y a des couples qui peuvent avoir des relations sexuelles par écran interposé, ou par téléphone, s'envoyer des sextos. Enfin voilà, c'est-à-dire c'est une manière d'alimenter le désir, mais en même temps, ça reste une manière virtuelle. Donc à un moment donné, il y a besoin de la chair et du corps de l'autre. Et chez certains couples, je pense que ce fantasme-là va développer un besoin accru de rencontrer l'autre réellement, de le re-rencontrer. Et puis, chez d'autres personnes, je pense que ça va épuiser un petit peu ce besoin de rencontrer l'autre. Moi, j'ai entendu, parce que je continue à avoir des consultations par visioconférence là, et j'ai entendu quelqu'un en consultation l'autre jour qui me disait, qui était exactement dans la situation dont vous parlez, et qui me disait, moi je commence à aller sur les sites de rencontres, à dialoguer avec d'autres personnes, à investir fantasmatiquement d'autres personnes que la personne avec qui il est depuis 3 mois. Et donc voilà, c'est un peu alors c'est un peu schématique ce que je dis là, et un peu binaire, mais je pense qu'il y a des nouveaux couples qui vont sortir fracassés de cette épreuve. Et il y en a d'autres qui vont en sortir grandis. Ça me paraît assez évident. D'ailleurs, on voit, c'est assez marrant, mais on voit une explosion des sextoys dans la vente. Je vous ai envoyé la stat, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je me souviens plus du chiffre précis, mais en tout cas, c'est des sextoys principalement pour les femmes. Mais en tout cas, ça dit quelque chose aussi, parce que c'est pas que, enfin, j'imagine que c'est évidemment pas que des femmes qui sont seules. Donc, je trouve ça intéressant. Oui. De toute manière, avant même le confinement, moi j'avais vu plusieurs statistiques et assez précises qui laissaient entendre que les sextoys étaient de plus en plus utilisés dans le cadre de la sexualité du couple. Mm-hmm. Donc de plus en plus utilisés dans le couple. Donc je pense que ça continue avec le confinement. Et ce qui est intéressant aussi, parce que moi j'ai une vision plutôt positive de l'utilisation du sextoy, je pense que ça entraîne effectivement la nécessité de mettre un petit peu plus de ludisme dans sa sexualité, un petit peu plus de surprise et tout ça. Et puis même le sextoy, symboliquement, il peut même jouer le rôle d'un espèce d'amant symbolique. Voilà, c'est sans mauvais jeu de mots, c'est l'introduction d'un tiers dans le couple. Mmh. Et donc il y a quelque chose là qui me paraît plutôt intéressant, et là encore plutôt sain, parce que voilà,
on ouvre la possibilité voilà, du jeu, de quelque chose qui sort peut-être des sentiers battus. Moi, ce qui m'intéresserait dans cette statistique, c'est de voir est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui ont acheté des sextoys pour la première fois pendant le confinement. Ça m'intéresserait bien d'avoir cette statistique-là, parce que ça raconterait quelque chose aussi du besoin du couple de mettre un peu de diversité et un peu de créativité dans leur sexualité. Alors la créativité dans la sexualité, c'est pas que le sextoy, ça peut être d'autres choses, mais ça peut aussi y participer. Hyper intéressant. Et alors, évidemment, il y a toute la partie où ça va pas bien. Évidemment, il y a des personnes qui sont en cours de rupture pendant le confinement parce que ça arrive malheureusement. Comment on peut gérer une rupture quand on est confiné? C'est très très compliqué. C'est très compliqué. Là, je vais être un peu décevant. J'ai évidemment pas la solution à ça parce que déjà une rupture en soi, c'est complexe parce qu'il y a tellement de choses qui remontent, des ressentiments, des contrariétés, des frustrations, des éléments de sa vie personnelle aussi qui vont se rejouer dans le couple et tout ça. Et là, quand on est confiné, et surtout quand on est confiné dans un espace très restreint et qu'on est en train de vivre une rupture, ça doit être terrible pour les couples. Et là, c'est pas pour botter en touche ce que je vais vous dire là, mais il faut pas oublier qu'il y a des thérapeutes qui sont là pour accompagner les couples, et que la plupart des thérapeutes continuent à proposer des consultations par visioconférence et tout ça. Donc c'est possible. Moi, j'aurais tendance à dire aux couples qui sont en pleine rupture à l'heure actuelle, faites-vous aider parce que sinon il y a tellement de colère dans la rupture et il y a tellement de violence larvée qu'il ne faudrait pas que cette violence et cette colère elle puisse trop s'exprimer à l'occasion du confinement, et pour ne pas rentrer dans voilà, dans des histoires de couple et dans des situations trop difficiles et trop complexes, quoi. Donc moi je crois vraiment que ça c'est en jeu, et c'est sans aucun doute l'une des situations les plus difficiles qui doit exister pour un couple dans le confinement. C'est quand tout d'un coup, on s'aperçoit que voilà, que la relation, il faut l'arrêter, que ça ne va plus, et que ça se passe à ce moment-là. Là, c'est très 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 complexe. Mais peut-être qu'il faut partir si on en a la possibilité. Oui. Là, je reste dans l'idée qu'on est confiné, qu'on ne sort pas, mais bien sûr, s'il y a la possibilité, il faut partir. Immanquablement, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que il faut partir se confiner ailleurs. Et c'est vraiment important parce que c'est un espèce de si on reste dans ce cadre-là, c'est un espèce de bouillon de culture relationnelle où tout ce qui est de l'ordre de la colère va être multiplié par 5 ou 10. Oui, vous avez raison. Si on peut partir, faut partir. Complètement, ouais. Et il y a une personne qui m'a également demandé, dans ce même cadre, mais sans être jusqu'à la rupture, comment on peut être sûr de ne plus aimer? Je crois que je vais faire une réponse qui est simple, peut-être même simpliste, mais le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et à mon avis, on est sûr de ne plus aimer quand l'autre devient indifférent. Quand il y a de l'indifférence dans la relation. C'est-à-dire que quand finalement, cette personne qui dort à côté de vous, qui se lève le matin, qui prend son petit déjeuner en face de vous, il n'y a pas de différence entre elle et une chaise, entre elle et un bol. C'est voilà, où finalement on se fout complètement de l'autre, de ce qu'il pense, de ce qu'il vit, de ce qui se passe pour lui. À partir du moment où il y a ces sensations d'indifférence qui sont là, à plus forte raison dans la période que nous vivons, là, ça laisse entendre, à mon sens, que l'amour n'est plus là. En revanche, s'il y a un besoin de friction, de se friter, mais quand je dis ça, c'est dans un sens, bien sûr, tout à fait acceptable. Voilà, s'il y a un besoin de parler, un besoin de se confronter à l'autre, ça peut laisser entendre que l'amour est encore là, de façon difficile, mais qu'il est encore là. Mais l'indifférence, c'est vraiment la marque du non-amour, à mon avis. Et pour moi, ça c'est assez rédhibitoire. Quand je travaille avec des couples en thérapie de couple et que je sens qu'il y a cette indifférence-là qui est en place, en général, le diagnostic de la survie du couple, il est pas bon.
Effectivement. Il y a une question que je vous ai pas posée aussi. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui décident de pas se confiner ensemble, comment on peut gérer cette situation? C'est vrai qu'on a parlé des couples, des jeunes couples, très Mmh. jeunes couples, mais il peut y avoir aussi des couples qui n'ont pas d'enfants et qui décident par conséquent de ne pas se confiner ensemble. Comment on gère? Parce qu'il y a aussi cette distance qui se crée pendant ces 2 mois. Oui. Alors déjà, moi, la question que je me poserais, c'est pourquoi ils prennent cette décision. Pourquoi, s'ils n'ont pas d'enfants, s'ils sont ensemble, alors qu'ils pourraient être confinés l'un avec l'autre, pourquoi ils prennent la décision de s'éloigner. Je connais 2 couples qui sont dans le cadre dont on parle et qui ont pris cette décision pour des raisons qui sont différentes à chaque fois. Il y en a un pour qui ça se passe bien et l'autre pour qui ça se passe pas forcément bien. Mais déjà, c'est pourquoi on prend cette décision de pas être confinés ensemble. Ensuite, effectivement, c'est compliqué parce que la question, c'est comment on reste en contact. Alors, c'est assez facile de rester en contact, mais c'est un contact à distance, c'est un contact virtuel, comme je disais tout à l'heure, et c'est comment on vit ça. Et je pense que là, la question aussi, c'est comment on retourne à soi. On y revient. C'est-à-dire que quand l'autre est à distance et que cette distance, elle a été décidée d'un commun accord, ça laisse entendre aussi qu'il y a nécessité de revenir à soi, de revenir à son intériorité, de faire aussi les choses pour soi, de revenir à un certain égoïsme également. C'est aussi ça qui est en jeu, parce que sinon on va être toujours dans le fait que l'autre n'est pas là, dans le regret de l'absence de l'autre, dans l'attente du retour de l'autre. Et puis là, on rentre dans un système de dépendance affective qui n'est peut-être pas forcément bon pour la continuité du couple. On n'a pas d'ailleurs parlé trop des violences, mais sans aller jusqu'aux violences, bon, parce que les violences, malheureusement, il n'y a pas vraiment de réponse thérapeutique, quoique Oui. il y a des femmes ou des femmes ou des hommes, hein, qui restent dans des situations, on sait bien que c'est toujours un petit peu complexe, il peut y avoir des raisons financières, il peut y avoir des raisons justement de Mmh. manipulation Tout à fait. psychologique. Mmh. Est-ce qu'il y a des conseils pour ces personnes-là, ou en dehors d'appeler la police, évidemment, mais... Bah, c'est-à-dire que c'est un peu le conseil dans lequel on était tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de partir, ou alors la possibilité, si on ne peut pas partir, au moins, parce que ça, je pense, c'est pas anti-confinement, mais au moins d'alerter des personnes de son entourage, voilà, qui peuvent être prêtes à intervenir ou autre, c'est-à-dire de pas rester seul dans cette violence relationnelle et d'avoir une possibilité de soutien dans l'écoute, dans l'accompagnement et tout ça. C'est très important, quoi. C'est parce que l'une des choses les plus terribles dans ces situations-là, c'est vraiment la solitude des victimes, que ce soit des hommes ou des femmes, voilà, qui sont vraiment extrêmement seuls et complètement sous l'emprise d'un autre. Mais surtout trouver le moyen d'échapper un maximum à cette solitude et d'avoir des relais possibles d'écoute et de soutien de la part de personnes qui sont extérieures au couple. Mais d'ailleurs, dans ce principe de manipulation, souvent, celui qui manipule, il essaye d'éloigner l'autre de ses proches. Ouais, oui. Et d'ailleurs, c'est l'une de ses premières stratégies. La stratégie de ces personnes-là, c'est d'isoler l'autre de façon à ce que vous deveniez son seul recours, effectivement. Mais ce sont des combats qui sont tellement difficiles, hein. Moi, j'ai eu plusieurs patientes et j'ai eu aussi un homme qui était dans cette situation-là. C'est des parcours du combattant et quand tout ça, ça se vit et ça se met en place dans une période comme le confinement, ça rend les choses d'autant plus terribles à vivre, bien sûr. Hmm. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi vous voulez Oui. ouvrir ou claquer la porte. Ah, ben moi j'ai plutôt envie d'ouvrir la porte. J'ai plutôt envie d'ouvrir la porte. Alors quand je dis ouvrir la porte, ça fait un peu post-confinement pour sortir, mais c'est pas pour sortir. J'ai envie d'ouvrir la porte pour laisser entrer la solidarité. J'ai envie d'ouvrir la porte pour laisser entrer la possibilité de rencontrer encore plus et encore mieux l'autre et les autres. J'ai vraiment j'ai envie de bien sûr de toucher les autres, mais pour être très sincère, là dans ce qu'on vit à l'heure actuelle, j'ai envie d'être
et j'ai envie d'être pris dans les bras, et donc j'ai envie d'ouvrir la porte à la solidarité et au toucher de l'autre sur ma peau. Super. Merci beaucoup, Alain. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt.